Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du mardi 7 mars 2023. Il est un petit peu plus tard que 18h30. Il est exactement 18h43. Donc, désolé un petit peu pour le délai, avec certains points à discuter en plénier. Alors, je vais signaler la présence des personnes qui sont ici avec moi ce soir. Je vais commencer, premièrement, avec les membres du conseil qui sont à ma droite. Mario. Bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir, présent. On va aller tout de suite par Sophie. Tu es déjà là, ici à côté. Donc, Sophie, notre greffière. Bonsoir, présente. David. Bonsoir, présent. Complètement à ma gauche, c'est Nancy, secrétaire générale. Bonsoir, présente. Chantal. Bonsoir, présente. André qui fait un retour. Bonsoir, présent. André fait son grand retour au jeu ce soir. Bienvenue André, on est content de te revoir en pleine forme et en pleine santé. Moi aussi. Ça fait du bien de te voir. Donc, Joanne, Bonsoir, présente. Sylvain, Bonsoir, présent. Natalia. Bonsoir, présent. Et puis, dans cette séance extraordinaire, ce soir, on a des points de consultation publique. Donc, j'ai les membres de l'équipe d'aménagement du territoire. Donc, il y a Hugo, directeur de l'aménagement du territoire. Bonsoir. Il y a Pierre-Marc. Bonsoir. Et il y a Yacine. Bonsoir. Donc, qui font partie de l'équipe d'Hugo. Donc, les premiers points, donc, c'est de 1 à 5, c'est consultation publique au niveau de la séance extraordinaire. En fait, en premier séminaire, il y a tous les membres du conseil sont présents puis qu'on s'entend. La proposition, ça serait d'ajouter à l'ordre du jour le point de 14.1 qui est suspension d'un employé. Parfait. Donc, qui est-ce qui propose? Sylvain Cage, je le propose. Super, excellent. Alors, merci beaucoup. Donc, on va y aller tout de suite avec le point numéro 1, qui est la consultation publique sur le projet de règlement numéro 1800-23, modifiant le règlement de construction numéro 1630-19 afin de corriger des coquilles aux articles 18 et 48 de ce dernier. Là, je sais pas, qu'est-ce qui prend la pause? C'est Yacine? C'est bon. Vas-y, mon ami. Bon, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui pour la consultation publique. Donc, ce premier projet de règlement, c'est un projet de règlement assez court. C'est pour tout simplement corriger une petite coquille qui s'est glissée lors la dernière modification du règlement de construction par rapport à des numéros d'alinéa. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait des numéros d'alinéa qui étaient doublés. Donc, c'est un peu le but de ce projet de règlement-là, c'est de tout simplement corriger cette petite coquille-là qui s'est glissée dans le règlement de construction, tout simplement. On parle de l'article 18 et de l'article 48. Donc, l'article 18, c'est l'alinéa 5 qui était doublé. Donc là, on fait juste changer l'alinéa 5 pour l'alinéa 6 pour qu'ils puissent se mettre un par-dessus l'autre. Et pour le 48, c'est la même chose, c'est l'alinéa 5 qui est doublé. Fait qu'on met le sixième alinéa pour que ça se suive. Le projet ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Est-ce qu'il y avait des questions pour le projet de règlement? Bon. Numéro 2, consultation publique sur le projet de règlement numéro 1801-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter des normes pour les constructions recouvrant les piscines creusées ou semi-creusées. Oui, dans le fond, ce projet de règlement-là vient toucher les normes dans le chapitre 5 qui concerne tout ce qui est les normes résidentielles de la ville de Saint-Constant. En fait, on vient ajouter la possibilité d'avoir une construction au-dessus d'une piscine creusée ou semi-creusée. On remarque que ça se fait un peu plus là, dans le reste du Québec. Donc, on est venu un peu suivre la tendance en incluant un article à l'intérieur de notre règlement de zonage qui va régir le type de construction, la taille, l'implantation et bien sûr l'ampleur de la construction en tant que telle. Donc là, on voit un peu l'article qui va être intégré au règlement de zonage. Donc là, on parle vraiment du matériel, de la hauteur, des marges et de l'implantation, dans quel cours ça peut être ce type de construction-là, tout simplement. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui se fait un peu partout de ces temps-ci, donc on a essayé de suivre la donnée. En même temps, on a des citoyens qui nous posent la question là-dessus. Donc on a essayé un peu aussi de s'acclimater, s'adapter à notre territoire et à nos citoyens. Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit l'article 1. Je vais expliquer la modalité de l'exercice du droit pour participer à un référendum. Je vais le faire une fois pour tous les règlements de consultation. Il est possible pour un groupe de citoyens et de citoyennes de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la municipalité, le cas échéant, avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets des règlements, soit de zonage ou de lotissement. Le recours est réalisable en transmettant au greffier de la Ville une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique, le Conseil adoptera un second projet incluant s'il y a lieu des changements. L'adoption du second sera suivie de la publication d'un nouvel avis public sur le site Internet de la Ville
qui indiquera l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande et l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis public. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes est habile à signer une demande, être domicilié ou propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires seront énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées n'excède pas 21. La demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition à l'approbation des personnes habiles à voter et la demande doit porter la signature des personnes intéressées. Est-ce qu'il y avait des questions pour ce projet de règlement? Non. On va passer au Merci. suivant. Donc, on va aller au suivant. Consultation publique sur le projet de règlement numéro 1802-23, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de créer la zone MS 252 à même une partie de la zone P 215. Donc, pour ce projet de règlement-là, je vais donner la parole à mon collègue Pierre-Marc Bruno, qui va expliquer le projet de règlement-là. Ben, c'est correct, Pierre-Marc, tu peux... ben, peut-être juste te rapprocher un peu pour que les gens pour l'enregistrement te captent mieux. Là, regarde, on va... C'est correct? Je vais te passer. Merci. Merci Yacine. Donc, création de la zone MS52, plus spécifiquement, on parle là, des lots, anciennement du motel et de l'aréna Wilfrid Lamarche, là, en bordure de la 132. À l'écran, présentement, ce que vous voyez, c'est les zones concernées et contiguës par le présent projet de règlement. Donc, la zone initiale qui est concernée, bon, on part de la rue Sainte-Catherine à l'intersection de la Plante, puis c'est tout le corridor d'Hydro-Québec, le pôle du centre aquatique ainsi que le terrain de l'aréna qui sont concernés. Et vous voyez les zones en périphérie qui représentent les zones contiguës là, à cette gigantesque zone là, présentement où tout le terrain appartient à la ville. Donc, si on poursuit, le but, bon, initialement, la partie morcelée, là, qui est le détachement qu'on fait pour la zone MS52, c'est à même la zone P215, qui était la zone qui est toujours la zone du complexe aquatique. Donc, il y a un morcellement de cette zone-là. Tout simplement parce qu'actuellement, bon, la ville est en train de modifier le zonage pour évaluer toutes les possibilités là, de construction possibles sur ce site-là. Donc, si on poursuit, la modification principale, c'est qu'on vient ajouter là, les habitations multifamiliales de 9 logements et plus, ainsi que les usages d'habitation collective, donc tout ce qui est résidence, personnes âgées ou quoi que ce soit. Il y a des usages commerciaux qui étaient déjà présents et possibles dans cette zone-là, cela demeure. La même chose au niveau des usages récréatifs. Puis, le principal point, outre les dispositions qui sont ajoutées à la grille là, qui crée la MS 252, le principal point que je désire attirer votre attention là-dessus, c'est la possibilité de diriger des bâtiments pouvant aller jusqu'à 12 étages. On se souvient à cet endroit-là, le périmètre immédiat, on parle du centre aquatique, d'un Nissan qui est en construction d'un côté, de la caisse populaire qui est complétée de l'autre côté. Puis actuellement aussi, là, simplement amener à votre attention là, que la Ville étudie possiblement en vue de l'adoption du second projet, plus tard ce mois-ci en séance régulière, de porter la possibilité de 12, la porter à 15 étages. Le conseil municipal va se prononcer là-dessus, comme je vous disais, à la prochaine séance régulière. Donc, c'est principalement ça le point de la zone MS 252 qui est créé, permettant un volet résidentiel. Là, comme je dis, la Ville se donne toutes les possibilités là, pour l'avenir de ce lot-là qui comprend l'ancien motel et l'ancienne aréna. Donc, le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1 et 2. Pas de question. Alors, on va aller au point numéro 4. Consultation publique sur le projet de règlement numéro 1803-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier certaines normes spécifiques applicables aux zones H306 et H223.
Donc, ce projet de règlement vient, dans le fond, toucher 2 points. Le premier point, par rapport à la zone H306, on vient jouer dans la grille des spécifications pour permettre les projets intégrés dans cette zone-là. Ensuite, on vient aussi permettre qu'il y ait des balcons dans les façades, dans les façades autres, par exemple, que les triplex ou les quadruplex, où est-ce qu'on ne permet pas cette possibilité-là. Mais quand on fait plus de logements, on vient permettre la possibilité d'avoir des balcons dans les façades. Donc, par exemple, quand c'est un terrain de coin, tu as 2 façades, tu pourras avoir 2 façades avec des balcons. Donc, on va voir ça plus en détail. Donc là, je vais vous expliquer un peu les zones sur lesquelles on travaille. Donc, la H223, donc on voit, on a la rue Sainte-Marie, on va aller jusqu'à ici. Là, ça, c'est la rue Sainte-Catherine. On a Longtemps avec Baudry. Donc, on reconnaît un peu la zone qui est délimitée aussi par Longtemps ici en haut. Ensuite, la zone H306, là, on parle de l'autre côté de Saint-Pierre. Là, on a Longtemps, Bélanger, La Chapelle. Donc, c'est des endroits où est-ce que, si on se rappelle, là, ici, il y a beaucoup de nouvelles constructions de multi qui se font. Donc, c'est vraiment pour suivre la tendance là, par rapport au projet intégré, au balcon là, dans ces zones-là. C'est un peu ce que j'explique ici. Ça, c'est la modification qu'on parlait tout à l'heure là, dans la grille des spécifications H306. Donc, on remarque ici qu'on ajoute les projets intégrés, simplement pour tout ce qui est, on les voit là, dans les usages spécifiquement permis, on parle d'habitation familiale et 4 logements, mais on vient aussi parler d'habitation de 5 logements et plus. Pour ce type d'habitation-là, on peut permettre que ce soit possible d'être en projet intégré, tout simplement. C'est pas mal ça le projet de règlement en général. Est-ce qu'il y a des questions ici? Ce soir, moi, j'en ai 2 ici, au niveau du courriel, mais est-ce qu'il y a des questions ici? Au niveau du courriel, mais moi, je dois mentionner que le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1 et 2. Parfait. Donc, j'ai 2 questions de Michel Vachon. Donc, la première, c'est comment le conseil municipal peut-il autoriser les projets intégrés en zone H306, alors que des citoyens ont saisi lors de la dernière séance ordinaire le conseil des problématiques vécues à l'égard de tels projets intégrés. Et il y a une deuxième question relativement à ça. Je vais les traiter dans le même cas. Je vais les lire tout de suite, mais je vais répondre une fois. Comment le conseil municipal peut-il autoriser les projets intégrés en zone H306, alors que le maire Jean-Claude Boyer a répondu à une citoyenne qui a quitté le carré Brunswick que la solution de la problématique était d'autoriser moins de tels projets à la période des questions lors de la séance ordinaire tenue en date du 21 février 2023. Bon, concernant la deuxième question, effectivement, j'ai mentionné ça, donc je ne me cache pas. C'est pas toujours les meilleures façons au niveau du territoire, dans un territoire, les projets intégrés, c'est toujours ça entraîne des fois des problématiques qui sont un peu difficiles, OK? Et puis, le carré Brunswick en montre souvent la preuve, mais c'est un gros projet intégré, ça, OK? Est-ce que ça veut dire qu'on n'autorisera plus jamais de projet intégré dans la ville de Saint-Constant? La réponse à ça, c'est non, OK? Parce qu'il y a des endroits où il y a des terrains qui sont plus difficiles à développer, puis c'est un projet intégré qui doit aller là, en fait. Donc, ceci étant dit, ça va toujours demeurer un outil pour les villes des projets intégrés. Mais est-ce qu'on doit trouver toutes les façons possibles et inimaginables pour en faire moins? La réponse à ça, c'est oui. Mais c'est pas toujours possible. Et dans le cas qui nous concerne, c'est pas possible non plus. Donc, c'est pour ça que l'outil d'un projet intégré est intéressant à ce niveau-là. Puis encore une fois, c'est pas des grands terrains comme le carré Bloomsbury où c'est vraiment plusieurs bâtiments, où il y a vraiment une longue entrée, en fait, qui est un chemin. Donc, ça devient plus problématique. Donc, peut-être la solution, c'est d'autoriser peut-être des moins grands projets intégrés, comme on est en train de le faire au niveau de la Longtemps, qu'un carré Bloomsbury, c'est un grand projet intégré, alors que selon moi, on aurait peut-être dû à l'époque. Bon, on n'était pas là à ce moment-là, mais quand ça a été présenté, peut-être avoir fait une rue municipale qui fait tout le tour. Puis là, on a réglé pas mal plus de problèmes à ce moment-là. C'est sûr que ça aurait fait en sorte que le promoteur a dû faire peut-être moins de logements, etc. Mais bon, ceci étant dit, je réponds ce que je viens de répondre. Puis oui, j'ai dit ça, puis je le maintiens. Puis de toute façon, on est tous d'accord ici que c'est pas toujours extraordinaire les projets intégrés, mais c'est nécessaire dans certains cas. Puis sur la rue Longtemps, mais c'est nécessaire en fonction des terrains qui sont là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez ajouter, chers membres du conseil, ou peut-être Hugo ou Nancy, ou je sais pas. C'est complet? Ça va être très rapide. Vas-y. C'est pas seulement en termes de superficie ou d'ampleur le projet intégré, mais des fois, c'est un véhicule qui permet de solutionner des complexités qu'un terrain peut avoir, autant par sa forme, des contraintes naturelles, exact. que ce soit. C'est C'est pas juste une question de superficie, mais il y a aussi tout ce qui vient avec des terrains, des fois, qui sont en développé, qui sont plus complexes. Exact. Mais on est très conscient que quand on l'autorise, mais ça entraîne certaines choses, des fois à gérer un peu plus qu'un terrain normal, en fait.
Donc, on va aller au point numéro 5, consultation publique sur le projet de règlement numéro 1804-23, concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement et la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Donc, ce projet de règlement-là concerne principalement le fait d'assujettir toute nouvelle construction de 6 logements et plus à une contribution qui va être liée à un programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est ce pouvoir-là de la loi, ce pouvoir qui est en vigueur, la fois que le gouvernement du Québec a mis à disposition des villes en 2017. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lorsqu'elle était adoptée en 1979, était bien conçue pour les villes, mais les villes en développement aussi, où il y avait des terres qui étaient loties, des services qui étaient passés, tout ça. La réalité a quelque peu changé, d'autant plus depuis l'entrée en vigueur du paiement, là, il y a une dizaine d'années déjà, où les villes, la CMM doit se donner une certaine densification. Donc là, on ne parle plus de lotir des terres ou quoi que ce soit, mais ces gens-là qui viennent s'installer dans des bâtiments plus denses, dans des développements, des redéveloppements, où il y a plus d'habitations, génèrent aussi une demande ou une pression sur les services que une municipalité a offert. Puis, soit ça va être en matière d'infrastructure. Je donne un exemple concret. 2 projets qui sont en réalisation actuellement sur la rue du Portage. Avoir ce type de pouvoir-là en place au moment de l'émission du permis de construction, si on l'avait eu à l'époque, on aurait pu récolter certaines contributions qui nous permettraient de réinvestir sur un trottoir, par exemple, sur la rue du Portage, sur la voie de la desserte, pour desservir les gens de ce développement-là. Ce qui était à peu près à l'époque, mais bon, pour les projets à venir, c'est différentes interventions qui pourront être faites. Comme vous dites, cette contribution-là, qui est recueillie à même le permis de construction, par la suite peut être réutilisée dans les dépenses rattachées au programme triennal d'immobilisation de la municipalité. Donc, c'est un peu l'esprit de la loi. Puis la loi donne une latitude aux municipalités sur comment le faire, et c'est comme ça ici à Saint-Constant présentement. On compte procéder. Donc, je sais pas si vous continuez. Je peux continuer. On vous montre un peu les dispositions qui vont être incluses dans le projet de règlement qui vous est proposé aujourd'hui pour les redevances. Donc, on aimerait vous proposer de viser les constructions, l'agrandissement, les rénovations des bâtiments de 6 logements et plus pour cette contribution. Ensuite, on a une contribution de 5 000 $ pour une unité de RPA, 10 000 $ pour une unité qui se situe entre le rez-de-chaussée et le 4e étage, et 15 000 $ pour une unité qui se situe du 5e étage au dernier étage, tout dépendant de combien d'étages dans le bâtiment. C'est sûr et certain qu'il y a un surplus qui peut être constaté. À ce moment-là, il y a une norme qui est oui, excusez-moi, je vais expliquer c'est quoi une RPA. C'est une résidence pour personnes âgées, tout simplement pour être de plus en plus clair. Désolé d'avoir remis. Si tu peux quand même juste compléter. Oui. La raison du pourquoi le montant après une unité dans une RPA est moindre qu'une unité conventionnelle, c'est lié au fait que les résidences pour personnes âgées offrent déjà un bon panier de services ou des équipements de services, des infrastructures, à même leur projet, leur bâtiment, tout ça. Donc, on est moins grand besoin au niveau de la municipalité, à cause de tout ce qui aménage à même le complexe. Comme Pierre-Marc a mentionné plus tôt, la redevance qui va être recueillie dans le cadre de ce règlement-là va être utilisée seulement et seulement pour la réalisation des travaux qui sont inclus dans le PTI en vigueur. Donc, le PTI, c'est le programme triennal d'immobilisation. Donc, en fait, on n'avait pas le choix de mettre ça relié directement au programme triennal d'immobilisation, comme l'oblige la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ensuite, pour le surplus, si on constate qu'il y a un surplus, la Ville, dans le fond, doit rembourser ce surplus-là au plus tard, le 31 décembre, suivant l'exercice de l'année dans laquelle le surplus a été constaté. Donc, techniquement, on a à peu près 2 ans pour rembourser s'il y a quoi que ce soit. Ensuite, nous, dans le projet de règlement, ce qu'on inclut aussi, on inclut une genre un incitatif pour que les gens puissent construire des immeubles qui sont plus durables. Donc, si le constructeur va se chercher une certification LEED pour son building, donc que ce soit une certification argent, or ou platine, il y aurait une possibilité qu'il y ait un remboursement de 20% de la contribution qu'il a déjà donnée.
Donc, c'est sûr que le fait d'avoir un building qui est LEED, qui est tout simplement durable, va aussi avec notre plan de développement durable. Donc, ça va avec la vision de la ville là, par rapport à cet aspect-là. Ensuite, l'immeuble qui fait l'objet d'une redevance est exempté des frais de parc. Donc, si les deux se font en même temps, ben, c'est sûr et certain qu'il va seulement payer la redevance au lieu des frais de parc en tant que tel. Donc, c'est des incitatifs qui font en sorte que ça devient moins lourd pour le promoteur là, lors du paiement de la redevance au permis de construction. Question ici. Sophie, tu as quelque chose à rajouter ou tu es correct? Le projet ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, s'il n'y a pas de questions ici à l'interne dans la salle, je vais aller aux questions de Michel Vachon au niveau de ce projet de règlement. Donc, il y en a 3, je vais les lire, puis on va répondre à l'ensemble de l'œuvre, comme tantôt j'ai fait. Comment le conseil municipal peut-il imposer au promoteur une redevance au développement pour payer certaines dépenses liées au programme triennal d'immobilisation, sachant que le payeur final est le constantin occupant une unité d'habitation? Comment le conseil municipal peut-il imposer au promoteur une redevance au développement pour payer certaines dépenses liées au programme triennal d'immobilisation, sachant que le nouveau rôle triennal d'évaluation procure des revenus de taxes foncières supplémentaires? Et comment le conseil municipal peut-il adopter un tel règlement, sachant que le nouvel occupant est, en plus, déjà assommé par une taxe de mutation? Quand même. Donc, comment bien répondre à ces 3 questions-là? Premièrement, on n'invente rien, en fait, ici. OK? C'est quelque chose qui existe ailleurs au Canada depuis fort longtemps. Et puis, et aux États-Unis aussi, entre autres. Pourquoi ça existe ailleurs depuis fort longtemps? Parce que les gouvernements de ces endroits-là ont bien compris que la taxation normale ne suffit plus à répondre aux besoins des municipalités. Donc, ces endroits-là, en fait, quand on dit souvent ailleurs, ils dépendent moins de la taxation résidentielle ou commerciale, municipale, qu'ici au Québec. C'est une des raisons, en fait. Les gouvernements de ces endroits-là ont donné d'autres moyens aux villes pour les aider dans leur développement. Donc, on parle de plus de gens au Canada, on parle de plus de gens au Québec, on parle de plus de gens ici. Là, je me transpose aux États-Unis, il y a aussi plus de gens. Donc, ça prend plus d'unités d'habitation. On y va en densification parce qu'on ne peut pas s'étendre et faire du dézonage. Donc, on comprend bien ça. Donc, ici, on a des obligations encore plus importantes à cause qu'on fait partie de la CMN, la Communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ça prend des immeubles plus grands. Donc, sur une petite superficie, il y a plus de gens. Donc, plus de gens, plus de services. Donc, on a besoin d'offrir encore plus de services et puis les coûts explosent. Donc, effectivement, la taxation municipale ne suffit plus. On le voit de toute façon à chaque fois qu'on fait nos budgets, ça devient de plus en plus compliqué. Et ça fait quand même des années que l'Union des municipalités du Québec demande au gouvernement d'autres pouvoirs pour pouvoir faire en sorte d'éponger ces dépenses-là supplémentaires qui sont attribuées aux villes. Et puis, surtout, dans un temps comme on vit aujourd'hui, avec l'explosion des coûts, les taux d'intérêt et tout ça. Donc, le gouvernement a prévu ça, comme ailleurs au Canada et aux États-Unis. Donc, de plus en plus, en fait, vous allez voir, là, l'ensemble des villes, je pense, du Québec vont se prévaloir de ce pouvoir supplémentaire-là pour faire en sorte que le promoteur aussi fait sa part aussi dans le... Puis Pierre-Marc, tu as eu un bel exemple, le projet de le Gatsby qui est la construction près du Zonda, en fait. Bien, lui, tu sais, en fait, il est là, puis il va falloir faire un trottoir éventuellement et tout ça, puis... même les redevances qu'il aurait dû payer ne suffisent pas à payer l'ensemble de ce qu'on va devoir mettre comme infrastructure. Peut-être un parc pas trop loin, des modules de jeu et tout ça, parce qu'il va y avoir une densité de personnes qui vont être là. Donc, ça fait partie un peu du fait en sorte que le promoteur doit aussi faire sa part là-dedans. C'est pour ça que cette loi-là a été mise en place, pour que les villes, ici au Québec, puissent s'en prévaloir. Pour faire un petit peu comme au Canada et puis aux États-Unis ailleurs. Donc, je pense que c'est important. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dedans? C'est exactement ça, en fait. Les coûts ne cessent d'augmenter. Ces gens-là, de plus en plus de personnes au pied carré sont présentes sur notre territoire. Nos infrastructures, égouts, aqueducs sont sollicités de plus en plus. Il faut les refaire régulièrement, d'un cycle plus court. Tout ça fait en sorte que nos investissements ne cessent d'augmenter. Alors, tu sais, je vais vous donner un exemple, là. Il y a plus de gens, donc il faut les loger. Mais ça va prendre l'agrandissement de l'usine de traitement d'eau. Ça va prendre l'assainissement des eaux aussi. Tout ça fait en sorte que c'est des dizaines, et je dirais même des centaines de millions qui viennent de s'ajouter pour l'ensemble des villes, où il y aurait un règlement d'emprunt à payer éventuellement. Donc, ça prend d'autres revenus en quelque part. La taxation, c'est prouvé, là, ne suffit plus. Donc, il faut absolument... Concernant les droits de mutation, mais c'est un outil qui existe depuis fort longtemps
pourquoi qu'il est là, cet outil-là? Ben, pour aider les villes. Donc, encore une fois, parce que juste la taxation, ça ne suffit pas pour éponger ces dépenses-là puis rencontrer tous ces besoins-là. Puis le droit de mutation, pour répondre à la question de monsieur, est payé par le promoteur au moment qu'il fait l'acquisition du terrain. Exact. Puis par la suite, lorsqu'il loue ces espaces-là, il n'y a pas de droit de mutation qui sont... Non, c'est ça. C'est des bâtiments loués. C'est ça, exactement. C'est le promoteur Le qui... droit de mutation, il est payé une fois à l'achat du terrain vacant. Exact. Tu as tout à fait raison, Pierre-Marc, c'est un très bon point. Donc, je pense que c'est assez complet. Là. Je ne sais pas trop quoi ajouter d'autre. On s'est bien penché sur d'autres villes qui l'ont déjà Ouais. fait. Oui, ça existe déjà ailleurs. Là. Il y a des villes qui commencent à le faire au Québec ici, là, parce qu'ils ont très bien compris là, que, bon, comme je viens de dire, à un moment donné, ça prend des revenus supplémentaires pour subvenir aux besoins des villes. Donc, c'en est un, celui-là. Alors, je vais m'arrêter là. Hein, ça suffit comme réponse. C'est assez long. Alors, c'est bon. On va aller maintenant au point numéro 6. Avis de motion du règlement numéro 1805-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les dispositions relatives à l'aménagement d'entrée charretière et d'accès dans la zone I. C'est I, ça, oui? Oui. I-706 et IDR-112. Ouais, OK. Il y a du stock là-dedans? Je me croirais à Star Wars avec R2-D2, puis... Allons-y. Eh oui, je l'ai dit, c'est enregistré, la gang, c'est ça. Qui donne l'avis de motion? Gilles Lapierre donne l'avis de motion. Juste comme ça, là, de même. Là. Aussi simple que ça. Voilà. À 7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1806-23, prohibant l'accès à certaines voies publiques. David Lemelin, je donne l'avis de motion. Est-ce que vous déposez le projet? Et je dépose le projet. Essaye ça, tu vas aimer ça, tu vois. C'est bon. Donc, à 8, adoption du second projet de règlement numéro 1801-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter des normes pour les constructions recouvrant les piscines creusées ou semi-creusées. Écoute, c'est tellement long. Moi, j'y revois tellement souvent ces titres-là, c'est incroyable. Qu'est-ce Donc, qu'il il s'agit d'adopter le second projet tel que soumis. Proposé par Chantal Poudrière. Merci Chantal, donc c'est proposé par Chantal. Le point numéro 9 est retiré, donc ça prend un proposeur pour le retirer. Natalia Soulvarin. Merci Natalia. Point numéro 10, adoption du second projet de règlement numéro 1803-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier certaines normes spécifiques applicables aux zones H306 et H223. Il s'agit d'adopter le second projet tel que soumis à la séance. Sylvain Cage, je le propose. Donc, Sylvain a proposé donc à 11 adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1805-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les dispositions relatives à l'aménagement d'entrée charretière et d'accès dans les zones que j'ai dit tantôt. Il s'agit de déposer, d'adopter le projet de règlement et de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation sur ce projet. Proposé par David Lemelin. Vous avez compris que ça avait une relation au point numéro 6. Donc, alors, merci David. Au point numéro 12, adoption du règlement numéro 1800-23, modifiant le règlement de construction numéro 1630-19 afin de corriger des coquilles aux articles 18 et 48 de ce dernier. L'objet du règlement est de corriger des coquilles au niveau du numéro de 2 alinéas. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis. Joanne Césaré, je le propose. Merci, Joanne. Donc, 14, soumission de travaux de construction d'un poste de pompage pluvial à l'intersection des rues des Pins et du Châtel. Non? Le point 13. J'ai sauté 13. Ben oui. Vous me suivez, c'est parfait, ça. J'ai fait un petit peu exprès. Là. Des fois, c'est parce que je coche d'avance, tu sais, puis je en saute un. Excuse-moi. Vous me pardonnez. Donc, 13, adoption du règlement numéro 1804-23 concernant l'imposition d'une contribution. Il ne faudrait pas que je le montre, celui-là. Destinée à financer toute ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. L'objet du règlement est d'assujettir certaines constructions au paiement d'une redevance au développement selon le nombre de logements et ou étages en vue de payer certaines dépenses liées au PTI. Et la proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis. Sylvain Cage, je le propose. Et à 14, soumission de travaux de construction d'un poste de pompage pluvial à l'intersection des rues des Pins et du Châtel. La Ville a procédé par demande de soumission publique. L'appel d'offres contenait 2 options, soit l'option 1, un poste de pompage coulé en place, et l'option 2, un poste de pompage en béton préfabriqué.
La Ville retient l'option 2 puisque moins coûteuse. 7 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les travaux de construction d'un poste de pompage pluvial à l'intersection des rues des Pins et du Châtel selon l'option 2 au plus bas soumissionnaire conforme, soit CBC 2020 incorporé, pour une valeur approximative de contrat de 1 942 000 taxes incluses. On a 2010 incorporé ici. Est-ce que c'est normal? Ou... 2010. Oui, on a 2010 dans le bordereau de soumissionnaire. Dans le texte, c'est 2020. Je vais faire les vérifications, mais c'est CBC. Oui, c'est vraiment CBC, c'est correct, c'est juste l'année. C'est l'année. Merci de faire la vérification. Proposé par André Tamirin. Merci. Est-ce que tu proposes 2010 ou 2020, toi? Propose les deux. On propose une bonne réponse, André. 14.1. Suspension sans solde d'un employé. Considérant la gravité des allégations portées à l'attention de la Ville concernant l'employé numéro 1688, considérant que si ce dernier reste dans ses fonctions pendant la quête, il y a un risque potentiel de récidive, considérant que le service de ressources humaines doit procéder à une enquête sur les faits rapportés à l'égard de cet employé, considérant que le maire a procédé à la signature d'une lettre de suspension sans solde, la proposition est à l'effet d'entériner la suspension sans solde de l'employé numéro 1688 jusqu'à la conclusion de l'enquête. Mario Perron, je le propose. Merci, Mario. Donc, à 15 périodes de questions, il y a une question. Il n'y a pas de question ici. C'est beau. Tout est sous contrôle. Merci. Donc, il y a une question de Michel Vachon. Donc, comment se fait-il que le conseil municipal adopte les seconds projets de règlement numéro 1801-23, 1802-23 et 1803-23, alors que les consultations publiques ont été tenues à la même présente séance? En fait, c'est pour des raisons de gestion interne. Et puis, question d'efficacité aussi. C'est quelque chose qu'on a déjà fait dans le passé. On le faisait avant. Et bien, on l'a quand même séparé. Mais là, exceptionnellement, ce soir, on a décidé de revenir un petit peu avec la formule qu'on faisait à l'époque. Mais vraiment une question de gestion interne puis d'efficacité et d'efficience au niveau de ces sujets-là à traiter. Donc, c'est juste pour ça. Alors, ceci est la dernière question pour ce soir. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence à cette séance extraordinaire. Merci l'équipe d'aménagement du territoire pour les consultations publiques et vos commentaires et aussi vos réponses aussi à certaines questions que j'ai eues ici. Donc, les bonifications que vous avez faites. Donc, merci beaucoup. Lâchez pas et puis bonne fin de soirée tout le monde.